Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 21 février 2023 et c'est l'épisode 310, Story Killers. C'est pas le nom d'un film qui arrive bientôt sur vos écrans, c'est pas le nom d'une nouvelle série Netflix, c'est le nom donné à une enquête menée par plusieurs médias, dont la cellule investigation de Radio France, donc en France évidemment. On a eu une première livraison de ce qui s'annonce être une assez grosse succession de révélations sur la désinformation en ligne. On va vous parler en détail de ce qui se révèle être une véritable petite industrie terriblement bien rodée par certains aspects, avec des enjeux concrets de rentabilité, d'influence, y compris dans la sphère politique de certains pays. Bon, évidemment, on va parler un petit peu aussi de Twitto Musk et d'intelligence artificielle. Pas de panique, vous serez également à jour sur ces sujets. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le malade, mais néanmoins enthousiaste, j'imagine aussi responsable du conducteur de cet épisode, qui, alors jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été rémunéré par une campagne d'influence en vue de vous transmettre une info biaisée. On l'espère en tout cas, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, et surtout, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, j'ai un petit peu la gorge prise, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre ce soir, et puis voilà, espérons-le. Je suis en tout cas totalement sain et clean du côté, en tout cas du côté influence, pas de problème. Bon, quelque part c'est le plus important. Normalement, vous devriez pas entendre beaucoup Guillaume tousser, parce qu'on essaye aussi d'ajuster ces petites choses pour que vous ayez un épisode aux petits oignons. Allez, on va faire un petit tour du côté des interactions avec vous, les auditeurs, et d'abord saluer, applaudir, faire des bisous et des câlins à Vané Filubi, à Guillaume, Mickaël, Timothée, Didier Lutti, Tanguy Clarence et Julien Vinel. Vous le savez peut-être, mais Tech Café est financé en premier lieu par ses auditeurs. Vous pouvez continuer à accéder au podcast librement, gratuitement, si vous le souhaitez, mais vous pouvez également faire partie des auditeurs quelque part un peu premium, qui bénéficient d'un flux personnel et privé du podcast, sans la pub, du chapitrage des épisodes et la disponibilité des suppléments, même quelques jours plus tôt. Ça vous coûte quelques secondes de votre temps et quelques euros mensuels pour garantir la pérennité de Tech Café. Et pour ça, il suffit de vous rendre sur la plateforme de sociofinancement Patreon à l'adresse patreon.com/techcafé. Et vous le savez d'ailleurs, vous pouvez arrêter le soutien à tout moment. D'ailleurs, sachez que globalement, le nombre de soutiens reste miraculeusement à long terme stable dans le temps. Ça, c'est parce que des auditeurs franchissent le pas et décident de nous soutenir après pas mal de temps d'écoute peut-être, et viennent prendre le relais de ceux qui souhaitent arrêter de nous soutenir, et on les salue. Je le dis d'autant plus que depuis que je formule les choses comme ça dans les podcasts, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui s'inscrivent. Donc si vous êtes sensible à cet argument, je me fais fort de vous le relayer. Et puis d'ailleurs, j'en profite aussi, je voudrais savoir aussi pourquoi vous êtes peut-être pas prêts, et si c'est le cas, à nous soutenir. Peut-être que vous avez d'excellentes raisons qui seraient intéressantes de porter à notre connaissance. Je vous propose de pas hésiter à nous dire aussi pourquoi vous n'avez pas encore fait le choix de soutenir Tech Café en nous envoyant un message depuis le site techcafé.fr. C'est toujours important pour nous d'avoir ce type de feedback. Et pour les autres, vous le savez, rendez-vous sur le bouton Patreon en haut du site techcafé.fr ou sur patreon.com/techcafé. On a un avis Apple Podcast qui nous vient de Suisse, Silvio6. Est-ce que ça te parle, Guillaume ? Ce que j'apprécie beaucoup dans ce podcast, et qui devrait être mis en avant, c'est son indépendance obtenue grâce à un judicieux et optionnel financement participatif. Une chimie parfaite entre les deux Guillaume. Non, je pense que je l'ai pas cité, avec chacun sa personnalité différente, mais qui se complète. Chaque épisode est minutieusement préparé, livré d'une main de maître par les grands Guillaume, le entre parenthèses S, grand entre parenthèses S, Guillaume entre parenthèses S, non sans humour. Non, je crois pas que je l'avais relayé, je me rappellerai. Moi, j'avais eu un doute. De toute façon, il est tellement bon, effectivement. Merci beaucoup, Silvio, en tout cas, et merci beaucoup à vous de déposer des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict. Vous pouvez aussi commenter sur techcafé.fr et échanger sur Discord, où on peut discuter d'autres choses que de tech. Et puis mais on va l'aborder un petit peu plus tard dans l'épisode, une question d'une auditrice, de Carole, qui nous a envoyé un mail, un message via le site techcafé.fr, au sujet d'une problématique un peu personnelle. Ça tourne autour des intelligences artificielles, mais je dis pas de bêtises, Guillaume, on va en parler plus tard quand on parlera d'intelligence artificielle. Dans la section, là, on va ça, c'est pour que Carole, elle écoute la rubrique d'avant. Exactement, mais c'est exactement ça. Faut pas qu'elle coupe avant, on l'a mis tout au bout de l'épisode.
Non, on l'a mis pas tout au bout. Oui, écoute bien, Carole, tu auras ta réponse. Allez, on commence, Guillaume, évidemment, sans autre forme de procès, avec Story Killers, qui est, je pense, le sujet un petit peu phare de la semaine, de ces derniers jours. C'est pas un sujet 100% tech, mais il a une composante tech très très forte. Il met en avant des problématiques de désinformation. Alors la désinformation, on le sait que ça nous touche, on en a parlé de longue date, ça a pris en plus une dimension particulière à l'occasion du Covid, mais là il y a une association de plusieurs institutions d'investigation qui ont bossé durement, tu vas nous raconter un petit peu la genèse, mais qui ont mis en lumière des pratiques. Écoute, on est proche d'organisations industrielles de la désinformation, Guillaume, une vraie petite économie. Complètement, écoute, c'est des révélations d'une énorme enquête, et même plus précisément de plusieurs enquêtes très poussées. Donc c'est un collectif d'une bonne centaine de journalistes, coordonné par le collectif Forbidden Stories, auquel participent 30 médias internationaux, dont Radio France, tu l'as dit. C'est important qu'on en parle ici parce que c'est vraiment une plongée dans l'univers de l'infox as a service, tu vois. Voilà, comme tu dis, des usines à désinformation qu'on peut louer et dont on peut se payer les produits, voilà, comme on commanderait 2000 baskets à tel ou tel fabricant, quoi. C'est la manipulation, c'est devenu un produit, une presta comme une autre, hein, juste, une autre forme de marketing, de communication, et bien sûr, c'est extrêmement grave, hein, comme on témoigne. D'ailleurs, ce qui a poussé le collectif de journalistes à se structurer et à lancer ces enquêtes, c'est la menace qui pèse sur plusieurs de leurs collègues et la mort de certains. Donc par exemple, il y a Maria Ressa, qui est constamment sous le feu des attaques pour ses révélations sur les armées les armées de trolls au service du gouvernement philippin, Duterte, qui se déplace plus sans gilet pare-balles et sans garde du corps. Elle est prix Nobel de la paix, mais ça coûte cher, tu vois, vraiment. Hein. Et il y a aussi la finlandaise Jessica Haro, qui a mis en lumière en premier les fermes de désinformation russes de l'Internet Research Agency, et qui est elle-même victime d'une violente campagne d'intimidation et de cyberharcèlement d'ailleurs. Et puis en Inde, il y a récemment les mesures de rétorsion du pouvoir nationaliste contre Mohamed Zubair, ou Zubair, je pense que c'est Zubair d'ailleurs. Mais surtout, il y a aussi le meurtre de Gauri Lankesh en 2017, qui a motivé le mouvement. C'est vrai qu'on parle assez peu de tout ça, surtout dans tes cafés, parce que c'est pas vrai. Forcément le sujet non plus, quoi, tu vois. Mais bon, l'Inde a un gouvernement très conservateur, ouvertement nationaliste, qui est pas tout blanc concernant son rapport à la liberté d'expression, on va dire. Et Gauri a été assassiné devant chez elle par un individu, lié à une organisation nationaliste hindoue. Elle avait 55 ans. Et elle est la fille, en fait, d'un journaliste d'investigation renommé, et elle avait brillamment pris la suite, en fait, malgré les risques et les harcèlements. Elle a couvert pas mal de scandales, et au cours de sa carrière, ses chevaux de bataille, c'était l'instrumentalisation de la désinformation pour attiser les conflits religieux. Un de ses chevaux de bataille, dans les années 2010, donc le BJP, c'est le parti nationaliste hindou, gagne en popularité et atteint finalement le pouvoir. Donc aidé par des cellules de technologie de l'information, comme ils disent, qui manipulent les opinions en promouvant le parti, tout en dénigrant sévèrement tous ses détracteurs, comme Gauri Lankesh elle-même, évidemment. Donc il y a toute une hiérarchie d'influenceurs, finalement, qui obéissent au cadre du parti, tout en gardant leur distance, histoire de ne pas être associés aux divers scandales, aux dérives qui finissent souvent par arriver. Et donc Lankesh, qui cachait pas ses critiques déjà face à une droite assez dure, en a payé le prix, on l'a traité de communiste, de prostituée, enfin précisément on l'a traité de prostitute, c'est compression de presse et prostitute, terme tout à fait charmant, réservé aux journalistes femmes bien entendu. Donc on la dépeint comme quelqu'un qui est l'hindouisme, comme une traître en somme, et sur les réseaux sociaux on appelle même à pendre les traîtres. Au-delà des critiques des opinions, son journal publie des enquêtes sur la désinformation en Inde, qu'elle essaye de débunker justement, et des efforts qui ont été détournés, qui ont nourri la haine de groupes comme celui qui a fini par envoyer quelqu'un la tuer. Alors c'est d'ailleurs pas la seule à avoir été visée par ce groupe, il aurait perpétré plusieurs attentats à la bombe. Bon, les membres étaient recrutés sur des lieux de culte et radicalisés avec de la propagande en ligne, des vidéos tronquées pour attaquer les ennemis de l'hindouisme. Donc oui, l'infox tue, IRL, et les articles de Story Killers sont quand même assez marquants. Donc de la simple publi-information déguisée, tu vois, à des manipulations d'élections, des campagnes de dénigrement des infox qui sont diffusées jusque dans les chaînes françaises par des présentateurs bien établis, il y a quand même de quoi faire, surtout que tout ça est accessible à n'importe qui, a les moyens de se le payer, quoi. Et donc le bon qu'on puisse dire, c'est que Cambridge Analytica peut être fier, parce que la relève est assurée, on va dire. Ouais, c'est assez massif, tu le dis, ça se manifeste avec des incarnations bien connues, je pense, du grand public, notamment chez BFM
BFM TV, il y a cette image du journaliste. Alors, c'est horrible. Je le connaissais surtout parce qu'il présentait Faites entrer l'accusé dans les dernières saisons. Mais effectivement, on avait eu en plus il y a quelques mois, je crois, les échos de quelqu'un qui aurait été écarté de la rédaction de BFM TV, Rachid Mbarki, et typiquement, c'est le visage qui incarne un petit peu la manifestation la plus proche de nous en France de la désinformation. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous tenir un petit peu au courant, Guillaume, effectivement, de quelle manière est-ce que Forbidden Stories livre un petit peu le fruit de son travail, quelque part? Oui, on peut commencer en douceur, on va dire, parce que je parlais de pubs déguisées, comme voilà, qui passent en mode furtif sur des blogs, des sites plus ou moins connus. Alors à la base, mettre en relation des annonceurs avec des sites, voilà, c'est le business de la boîte toulousaine Getfluence, qui se porte bien, voilà, ça va, il y a des employés en France, en Italie, en Espagne, il y a aussi le projet de s'exporter en Allemagne, en Angleterre. Donc il y a 10 000 éditeurs, 1500 annonceurs, des tarifs qui varient évidemment en fonction de la fréquentation du site visé, hein. Rien de très surprenant au premier abord, sauf qu'il existe sur le site une option rendant la mention « Publie information facultative ». Donc en gros, on fait de la pub, mais sans le dire, en blanchissant l'information en quelque sorte. Alors évidemment c'est illégal, hein, en tout cas en France, et Getfluence plaide l'erreur, mais il se trouve qu'on pouvait, par erreur, mettre un article public rédactionnel sur le journal Valeurs Actuelles, par exemple, sans dire que c'était du public, juste du rédactionnel. Donc combien de pubs déguisées sont passées à l'as par erreur? Donc combien de médias populaires en France et à l'étranger, d'autant que Getfluence dit aussi que, je cite, « la législation n'est pas commune à tous les pays ». Donc peut-être, honnêtement, j'en sais rien, qu'en Espagne, c'est pas obligatoire de mettre que c'est de la pub, je sais pas. Ouais, on n'a pas été creusé. J'ai pas regardé la loi espagnole, tu vois, mais bon, je veux dire, ça sous-entend quand même que, bien sûr, si c'est pas obligatoire, on le fait pas, tu vois. Donc on appréciera aussi l'éthique professionnelle de la boîte au passage. Mais bon, le problème de la pub cachée, c'est important. Il risque bien surtout de s'aggraver énormément dans l'avenir proche, parce que les IA génératives, on revient là-dessus, permettent de créer du contenu gratuitement. Créer tout un blog avec des liens affiliés prend une demi-journée. L'entretenir, ça prend 10 minutes par jour, quoi. Et on trouve déjà sur YouTube des tutos pour gagner de l'argent avec ChatGPT, par exemple. Et on t'y décrit, par exemple, comment tu peux utiliser le chatbot pour répondre à une question sur Quora et y insérer subrepticement un lien vers un site de régime, par exemple, si c'est une question sur la prise de poids. Chaque personne qui cliquera sur ce lien te rapportera potentiellement quelques sous. Donc attendez-vous à voir arriver une marée de réponses, de commentaires générés par des IA et pourris de ce qui est au bout du compte des liens affiliés, c'est-à-dire de la publicité déguisée. D'ailleurs, je me demande si c'est légal, je pense pas, vu que tu es rémunéré pour promouvoir un contenu sans le dire. Après, évidemment, pour te choper, si tout ce que t'as c'est un pseudo sur Quora, ça va être chaud. Mais bon, dans le principe, c'est quand même de la publicité déguisée et puis c'est tout, quoi. De toute façon, cette forme de spam, tu vois, dans les commentaires, tu mets un commentaire et puis après tu mets un lien, etc. Bon, c'est une forme de spam qui existe déjà sur toutes les plateformes. Ce que je dis juste, c'est que l'IA risque de démultiplier son ampleur. Et c'est ça le vrai problème, c'est que ça devient quasi gratuit, en fait, de générer des réponses directement et de les poster. Donc, ça, c'est un premier truc, effectivement, de cette enquête. Après, il y a eu d'autres révélations beaucoup plus spectaculaires, on va dire, donc comme celle de Percepto, par exemple, où là, on monte d'un cran un petit peu. Donc, Percepto, c'est une boîte israélienne qui se vit finalement comme une entreprise spécialiste dans les relations publiques, hein. Et après tout, c'est ça, ils font de la com, comme tant d'autres. La société est déposée comme une boîte de marketing, d'ailleurs, et ils font dans la stratégie. D'ailleurs, un des cadres, c'est Lior Tchoref, qui est expert en stratégie politique et ex du gouvernement Sharon. Donc Percepto opère sur deux niveaux. Donc il y a un niveau officiel, où tout est transparent et assumé, hein, et un niveau souterrain, qui utilise ce qu'ils appellent des canaux non identifiables. Donc ces canaux, en fait, c'est tout simplement des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux, ce qu'ils appellent des deep avatars. Donc deep, cette fois, c'est pas en rapport avec le deep learning. Pour une fois, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, pour l'instant en tout cas. C'est parce que ce sont des faux comptes plus vrais que nature. En fait, il y a une profondeur à tous ces faux comptes. C'est pas juste des photos. Ils ont des photos, bien sûr, mais ils ont aussi des biographies, ils ont aussi des profils qui sont maintenus à jour sur plusieurs réseaux. Ils ont des numéros de téléphone, ils ont des comptes un petit peu partout, ils ont des vies, en fait, hein. Selon leurs propres mots, si vous interagissez avec l'un d'eux, vous serez persuadé que ce sont de vraies personnes. Sauf que ce sont des marionnettes que Percepto utilise pour rendre n'importe quoi suffisamment viral pour que ça finisse par être relayé par des influenceurs qui vont encore amplifier le signal. Et c'est terrifiant, un de ces avatars, par exemple, c'est une journaliste française d'investigation qui est censée travailler en France et en Afrique, qui s'appelle Anita Petit. Donc elle est sur Facebook, elle est sur Twitter, elle a même un site personnel qui s'appelle Pour la Vérité, elle a une bio, elle a des photos, un mail, un numéro de téléphone en France, il n'existe pas. Et c'est pas la seule, hein. Il y a une certaine Chloé Boyer, d'ailleurs, qui est aussi journaliste au Burkina Faso et qui n'existe pas non plus. Et en parlant de Burkina Faso, il y a un exemple très parlant où Percepto a discrédité la Croix-Rouge internationale sur la demande de l'ex-président Roch Kaboré. Donc ils ont commencé par diffuser un article dans Valeurs Actuelles en France, qui a fait le buzz.
truc officiel, via des deep avatars, donc sur le web, ça a été repris par les médias burkinabés, ça a été diffusé, ça a été repris par les médias. L'affaire a moussé tellement fort que la Croix-Rouge française a dû publier un démenti. Et donc l'AFP, évidemment, a publié ce démenti au niveau mondial. Et du coup, tout le monde a eu vent des accusations de départ. Et tu sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc en fait, ils ont gagné, tout simplement. Les journalistes ont dû enquêter sous couverture pour découvrir tout ça. Ils se sont fait passer pour des gens engagés par une entreprise française qui souhaitait déstabiliser une boîte concurrente en Afrique. Donc un truc déjà bien grade. Et là, Percepto a dit « Ouais, pas de problème. On va recruter un influenceur anti-France. » nommément Kémy Séba, pour être précis, dont attiser la détestation donc, de l'ex-colonisateur, c'est la grande spécialité. Alors bien sûr, ça se fait anonymement, via un deep avatar, donc Percepto connaît très bien les influenceurs qui pourraient lui être utiles. Elle en a tout un catalogue, donc si tu veux traîner dans la boue en concurrent, pas de souci, Percepto s'occupe de la com, c'est génial quand même. Et en gros, à coup de deep avatars, tu peux faire ce que tu veux. Et j'imagine que, voilà, comme moi, vous avez déjà imaginé qu'une bonne partie du travail de maintenance de ces comptes fantômes pourrait être automatisé. Parce que voilà, je vous ai dit ça, mais c'est là pour l'instant c'est fait à la main. Vous imaginez que ça pourrait être automatisé à l'avenir par des IA. Les photos de famille pourraient être générées, les récits de barbecue entre amis ou de mariage très arrosé pourraient être à portée de prompt. Et demain, ils pourront même peut-être automatiquement discuter sur WhatsApp avec leurs followers via un chatbot. Les deep avatars, porteront encore mieux leur nom, tu vois, et ça préfigure peut-être des choses encore plus sophistiquées. On imagine même qu'ils peuvent discuter entre eux. Tu sais, il y a ce phénomène des bots qui mettent en avant les crypto-monnaies dans les commentaires YouTube. Ils peuvent même discuter entre eux. Il y a un côté rigolo au premier abord et un côté particulièrement effrayant. Alors j'avoue que le nom de Deep Avatars donne l'impression que ça pourrait être des trucs qui ont été construits par l'intelligence artificielle. Donc tu confirmes, à ce stade, c'est vraiment des trucs qui sont bien entretenus à l'artisanal. Oui, c'est artisanal pour le moment, mais je suis persuadé qu'ils regardent très très... Enfin, je pense qu'ils ont un œil là-dessus et qu'ils se disent bientôt, on va pouvoir avoir un petit peu plus de deep avatars, soit moins de personnel, je sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'ils regardent. Bon, on a parlé de Getfluence, de Percepto. Il y a un autre nom aussi qui est un petit peu curieux, là aussi qui préfigure d'une influence particulièrement douteuse. Donc c'est la team Jorge. Guillaume. Oui, Tim. Écoute, t'as vu, je le prononce bien. Hein. Écoute, ouais, moi j'envisageais de l'appeler Georges. Hein, c'est vrai. Que... Oui, alors je vais te dire pourquoi. Au collège, j'avais un copain qui s'appelait Jorge et tout le monde l'appelait Georges et il disait ouais, ça va, on peut m'appeler Georges, mais je vais vous dire comment ça se prononce vraiment. Et donc comme je fais mon malin parce que je sais comment ça se prononce, voilà, je le mets en application pour une fois. Bon, je vais essayer de faire pareil. Alors bon, c'est vrai que bon courage. Je me suis entraîné des années pour ça, monsieur. Oh mon Dieu. Donc j'évoquais Cambridge Analytica, c'est vrai, la boîte et le scandale de cette boîte qui a utilisé donc illégalement des volumes monstres de données pour mener des campagnes d'influence qui ont perturbé des élections. Donc elle a ciblé elle a ciblé des gens avec des messages favorables au Brexit par exemple et à l'élection de Trump. Et en fait, Percepto lui-même se vante d'avoir commencé à faire ça avant que ce soit cool. C'est-à-dire ils auraient utilisé des canaux non identifiables comme ils disent dès 2014. Et d'ailleurs, c'est une autre boîte beaucoup plus secrète que Percepto qui se vante d'avoir saboté une trentaine d'élections au niveau présidentiel, dont le référendum sur l'indépendance de la Catalogne en 2014. Donc en l'occurrence, il y aurait eu des campagnes à base de faux documents, des fausses infos sur les indépendantistes, qu'on a accusé d'avoir des liens avec l'État islamique, par exemple. Alors pour le moment, on n'en sait pas énormément sur cette affaire. Par contre, il y a d'autres révélations qui sont assez fracassantes, avec donc cette entreprise ultra discrète, à tel point qu'elle n'a pas de nom, et qu'elle a été baptisée Team Jorge. Donc Jorge. Tu le fais bien, c'est bon, c'est validé. Voilà, du surnom donc de son responsable qui s'appelle Tal Hanan, en fait, qui est ancien des forces spéciales israéliennes et qui est patron d'ailleurs de deux autres boîtes de renseignement. Donc, ce qui n'a rien à voir, du coup. Comment ? Ce qui n'a rien à voir, Jorge et Tamanala, non ? Ah non, ça n'a rien à voir. En fait, Tal Hanan, il a beaucoup de noms. Il a beaucoup de surnoms, et donc Jorge, c'est un de ses noms. Alors, je sais pas comment il prononce, étant donné qu'il est israélien, mais bon, bref. En tous les cas, sa team dispose carrément d'une plateforme logicielle qui est une sorte de office pour la désinformation. Ça s'appelle AIMS, et c'est Advanced Impact Media Solution. Et ça gère les faux profils, pour mener les campagnes d'influence et de propagande. Donc comme avec Percepto, tout ça est à vendre, et aurait été acheté d'ailleurs par plusieurs services gouvernementaux. Donc AIMS, c'est aussi un Amazon du Deep Avatar, c'est-à-dire tu peux faire ton marché, tu as un catalogue de près de 40 000 sur tous les réseaux, toutes les nationalités, toutes les langues, et tous ces gens, qui sont donc très connectés, peuvent relayer instantanément n'importe quoi. Ils sont à vendre, enfin disons, ils sont à louer, et ils sont totalement crédibles. Ils ont même des comptes Airbnb ou Amazon, et ils laissent des commentaires sur certains produits ou sous des vidéos YouTube. Les journalistes sous couverture, donc là aussi, ils ont fait une enquête, ils ont même droit à une démo. Donc, sous leurs yeux ébahis, ils ont créé de toutes pièces une Britannique qui s'appelle Sophia Wilde et qui a tout ce qu'il faut.
jusqu'à des empreintes digitales. Donc numéro de téléphone, une bio, tout ce que tu veux. Et ces avatars sont pas isolés, c'est-à-dire qu'ils sont reliés dans des réseaux entre eux et avec d'autres personnes. Il y a des boucles un petit peu partout, de sorte que quand on veut lancer une rumeur, ça se viralise assez vite. Donc pour la démo, ils ont pris fait truc tout con. Ils ont donné une fausse information qui était la mort d'un émeu, donc l'émeu, la sorte d'autruche là. Et donc ils ont envoyé un truc, c'est RIP Emmanuel. Emmanuel, c'était le nom de l'émeu. Et ce truc s'est viralisé, et ça s'est retrouvé en tendance Twitter sur certains pays, à tel point que la propriétaire de l'animal a vu passer le truc, et elle est sortie pour vérifier s'il n'avait pas claqué dans son dos, l'oiseau. Bon. Donc, il y a voilà, la vingtaine de comptes, à peu près, par lequel est passée cette info sur l'émeu, là, a aussi été utilisée pour d'autres choses beaucoup moins anodines. Donc, il y a vraiment un réseau bien établi, quoi. Et puis ça, c'est la base. La team Roré peut, au besoin, recruter des rédacteurs pour écrire des articles, des blogs, pour faire des campagnes par SMS aussi. Placer des cibles sur écoute, c'est plus cher, mais tout est possible, puisqu'ils peuvent même aller jusqu'à diffuser des messages sur BFM TV par des présentateurs connus. Voilà, ça s'est passé donc en septembre, effectivement, où Rachid Mbarki parle de la misère de l'industrie du yacht à Monaco suite aux sanctions russes, contre les Russes, donc un contenu qui a été poussé par un intermédiaire vers BFM TV. L'intermédiaire, c'est Jean-Pierre Dutillon, qui se décrit lui-même comme un mercenaire et un lobbyiste. Donc Georges Roré a même tenté de proposer ses services à Cambridge Analytica, c'est pour te dire, en 2015. Bon, il l'a poliment envoyé balader, parce que c'est vrai que c'est pas donné non plus. Je veux dire, la team là, il faut quand même raquer une campagne de désinformation sur commande. Bon, là, il demandait à Cambridge Analytica dans les $500 000, et apparemment ça coûterait 6 millions de reporter une élection présidentielle en Afrique. Donc tout ça en est encore à ses débuts, je parle de l'enquête, mais c'est déjà vraiment édifiant, parce que c'est manipulation as a service, propagande as a service. Et on constate aussi à quel point les réseaux sociaux ont du mal quand même, parce que tout ça se passe sur les réseaux sociaux, et ils en ont absolument pas conscience, manifestement. Donc je sais pas s'ils se donnent pas assez de mal pour virer les faux comptes. Aujourd'hui, on a mis en lumière là 2 acteurs, donc la team de Georges et Percepto, mais il y en a combien ? Il y a combien de milliers de faux comptes qui sont gérés par combien de dizaines et de dizaines d'entreprises comme ça ? Donc je ne sais pas, c'est vrai que c'est assez effrayant. Alors heureusement, bientôt il y aura des badges bleus partout, donc je pense que ça va tout résoudre. Ouais, je suis rassuré effectivement qu'on puisse mettre en place des badges bleus qui permettent de certifier sur de nombreux réseaux sociaux, on va en parler, l'authenticité des porteurs de parole. En fait, je suis pas tant impressionné par la création d'un faux compte, tu sais, dans l'enquête tel que c'est mis en avant dans la démonstration. Je trouve que pour le coup, créer un faux compte, je suis pas certain que ce soit particulièrement compliqué. Il y a quand même des éléments qui vont assez loin. Ils peuvent leur faire évidemment ouvrir des comptes un peu partout, laisser des commentaires sous les vidéos. Tout ça est pas très très impressionnant. C'est le fait d'être capable de viraliser des propos qui sont tenus. C'est pour moi, c'est là la force et évidemment le côté effrayant de cette compétence, c'est le fait de pouvoir viraliser autant un contenu, parce que à la base, on est censé avoir une idée du fonctionnement des réseaux sociaux qui fait que si c'est viral, c'est parce que à la base, dans les premiers usages, c'est parce qu'on a raison de penser que c'est authentique et que ça a de l'importance. Évidemment, ça montre à quel point les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus du tout ça, quoi. C'est plus du tout parce que quelque chose est vrai et qu'il a de l'importance, mais c'est parce que on utilise des mécaniques qui vont le rendre viral. Ça nous encourage, je pense, au quotidien à vérifier, effectivement, Guillaume, l'information qui nous est mise en avant. Et puis, du coup, oui, t'as raison, il faut avoir des petits réflexes pour vérifier. Alors, le badge bleu aurait pu être, pourquoi pas, un élément de vérification. Vous savez bien ce qui se passe du côté de Twitter, qui mercantilise la mise à disposition de ce badge. Mais en fait, ça donne des idées, Guillaume. J'ai l'impression qu'on va pas s'arrêter à Twitter sur ces idées de badge bleu payant. Tu penses, c'était tellement une super idée, quoi. Mais Meta pouvait pas passer à côté. C'est vraiment une super idée. C'est tellement une super idée, je veux dire, pour faire plus de pognon. Attention, c'est une super idée pour eux, pas pour vous. C'est une super idée pour Meta. Donc Meta proposera pour 12 à $15, donc $15 sur mobile, un badge et un compte vérifié. Il faudra montrer une pièce d'identité et le badge permettra d'avoir une meilleure visibilité, un meilleur accès aux services clients et des protections supplémentaires contre l'usurpation d'identité. Donc il faudra être majeur et aussi utiliser son véritable nom, ce qui est assez étonnant, mais bon. Pour l'instant, ça concerne, véritablement sur le compte. Donc pour l'instant, ça concerne l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On commence doucement, ça arrivera partout au fur et à mesure. Alors, il y a aussi une histoire de stickers pour les stories, pour des toiles gratuites. Moi, j'ai pas vraiment creusé, mais il y a des petits bonus par-ci par-là. Donc Meta semble prendre un peu moins à la légère la vérification de l'identité pour ses profils vérifiés, on va dire, que Twitter. Mais disons que, après tout ce qu'on vient de dire, j'ai un peu
j'ai pas beaucoup d'espoir que ça change quoi que ce soit à la confiance et la lisibilité générale qu'on a sur le site. Hein. Et c'est toujours, tu payes pour avoir de la visibilité d'ailleurs, hein, comme sur Twitter. Et comme sur Twitter, les pires comptes avec les pires conneries vont se faire certifier, ça tu peux en être sûr. Hein. Mais bon, c'est vrai que pour une boîte en perte de vitesse et en plein licenciement de masse, oui, c'est probablement une nouvelle source de pognon qui est toujours bonne à prendre. Ouais, c'est très critique. Hein. Quand j'ai abordé le sujet sur les réseaux sociaux, j'ai eu plein de remarques qui disaient, bah oui, tu penses, ils en sont là quoi quelque part. Écoute, s'ils le font et que ça, qu'ils trouvent une manière de le mettre en application qui est plus saine, j'en sais rien. J'y crois peu. Justement, on en profite, Guillaume, parce que c'est le moment de faire la petite section Twitter de la semaine. T'as presque envie de mettre en place une nomenclature pour une rubrique récurrente dans Tech Café. Ce serait bourde Twitter de la semaine. Bah évidemment, parce que comme ça fait BTS et comme ça on surfe sur le succès des BTS. Attends, c'est du SEO, ça. J'adore. Ah, de haut niveau, c'est du haut niveau. Bon, enfin donc oui, la bourde de Twitter de la semaine, les bourdes de Twitter de la semaine. Alors déjà effectivement, je parlais des cryptides, des complots comme ça qu'il y avait sur Twitter, parce que bon, le fondateur du site Hoaxbuster en témoigne, hein, parce que les conspirationnistes francophones apparemment sont très contents du produit Twitter Blue, ils adorent ça. Donc au moins une vingtaine de comptes populaires en France, leur macaron bleu, et on parle que des plus gros. Il y a vraiment que les plus gros. Donc il y a de tout, hein. Il y a extrême droite, anti-vax, QAnon, covido-sceptique, pro-russe, médecine alternative, on trouve de tout, même de la chanson, puisque la multicomplotiste québécoise Amélie Paul figure dans la liste. Voilà, ils sont tous abonnés Twitter Blue, et en conséquence, ce sont des clients privilégiés à la visibilité boostée sur Twitter. Voilà, une plateforme qui, je le rappelle quand même, a été exhortée à mieux lutter contre la désinformation et a très récemment pris un carton jaune de la Commission européenne pour son manque d'efforts en la matière. Mais bon, heureusement, Elon Musk fouette en permanence ses ingénieurs pour qu'ils réparent l'algorithme, parce que cet algorithme, il fait vraiment n'importe quoi, manifestement. Ouais, on va en parler juste avant. Il y a cette notion de badge bleu. Je me suis fait une réflexion et je veux bien ton avis. Moi, à ce stade, j'ai commencé à intégrer, tu vois, dans mon inconscient d'utilisation des réseaux sociaux, que le badge de bleu, il fallait plus lui attribuer autant de valeur. Bon, voilà, je mets un petit peu de temps, hein, mais plus autant de valeur qu'avant. Mais ceci étant, quelle est la part inconsciente d'authenticité, c'est-à-dire je sais fondamentalement que ce badge bleu il a pas de sens, mais quand je parcours du contenu, peut-être que je me rends pas compte, mais que je suis exposé à une forme de sentiment de qualité de ce badge bleu, et je me dis combien de temps il va falloir avant qu'on se rende compte dans nos usages complètement que ce badge bleu n'a plus de valeur. Tu vois, indépendamment de notre conscientisation de la lecture des réseaux sociaux, je me demande si on va pas mettre énormément de temps à vraiment le réaliser. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Bon, oui, je pense effectivement que c'est un marqueur et que ce marqueur différencie les comptes et que inconsciemment, oui, je pense que ça a un effet. Et puis en plus, oui, si ça booste la visibilité, on va en voir encore plus, quoi. Et puis c'est ça le vrai souci, c'est que n'importe qui peut payer pour booster sa visibilité, hein, c'est forcément. Quelle que soit la qualité derrière, hein. Il y a des questions autour de la neutralité du net quelque part, même si on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Et tu sais qu'il y a pas si longtemps quand même, Guillaume, qu'on reparlait, peut-être 2 ans grand max, qu'on reparlait de rumeurs d'un accès à Facebook qui pourrait être payant, aux réseaux sociaux qui pourraient être payants. On se posait la question, est-ce que finalement ça apporterait de la qualité, etc. Alors là aussi, hein, on est dans quelque chose de différent puisque l'accès en tant que tel reste gratuit, mais tu as une différenciation des prises de parole selon si tu payes ou pas. Surtout si tu es Elon Musk d'ailleurs. Effectivement. La question que se pose beaucoup en ce moment, c'est est-ce que si je bloque Elon Musk, je suis shadowban par la suite? Est-ce que je peux être attaqué? On verra. En tout cas, tu voulais nous parler un petit peu de la réparation de l'algo, Guillaume. Oui, il y a quelque chose qui clochait avec l'algorithme de Twitter, c'était évident, puisque lors du dernier Super Bowl, les tweets du président Joe Biden avaient reçu plus d'impressions que ceux d'Elon Musk. Comment c'est possible, hein, qu'un vieux débris gauchiste soit plus populaire que le milliardaire le plus sexy et le plus intelligent du monde? 9 millions contre 29 millions en plus, ça pour le semi-grabataire. Faut quand même, il y a forcément un bug, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'on peut redire qu'Elon Musk est sexy? Parce que si c'est indexé après. Elon Musk est diablement sexy. Il est incroyablement sexy. En tous les cas, c'est vraiment le plus sexy de tous les présidents de Twitter, de tous les PDG de Twitter. C'est même pas clair en fait. Musk donc a donc immédiatement mis ses meilleurs ingénieurs sur le coup, parce que qu'est-ce qui se passe, tu vois, donc voilà, c'est-à-dire les 3 qui restent, et après les avoir correctement motivés, comme il y en a le secret, c'est-à-dire en leur montrant la porte d'un air entendu, ils sont enfin arrivés à une solution qui satisfait tout le monde. Les tweets de Musk sont envoyés à tout le monde inconditionnellement, donc Musk possède le score de visibilité maximale tout le temps. Voilà, je le dis de manière qui semble caricaturale, mais en fait non, je tempère un petit peu la vérité, parce que finalement la vérité c'est que 80 personnes ont bossé toute une nuit pour en arriver à hacker l'algo en créant une liste blanche qui contient Musk tout seul.
En fait, il est possible que pas mal de gens aient été un petit peu saoulés par Elon Musk ces derniers temps et donc il l'aurait bloqué. Et quand on bloque souvent quelqu'un, l'algo va avoir tendance à moins le faire remonter. Mais bon, c'est vrai que même avec ça, il aurait peut-être dû quand même avoir en moyenne de meilleurs chiffres. Mais le compte d'Elon, en fait, il est tellement hors norme que l'algo, et puis l'algo, il est tellement bordélique, comme sans doute celui de toutes les plateformes. Toutes les plateformes qui ont un algo, à mon avis, ça doit être un cauchemar. C'est très dur de tout comprendre précisément à 100%. Mais bon, il est quand même extraordinaire de voir un CEO tellement obsédé par son compte Twitter qu'il force ses équipes à le passer en God mode. Je veux dire, c'est quel sens des priorités? Les fake news, les faux comptes, le complotisme, rien à carrer. Par contre, si j'ai 20 millions de vues au lieu de 30, là, c'est branle-bas de combat, tu vois. Et c'est un peu triste, en fait. C'est quand même pathétique, quoi. Je dirais, bon, voilà, c'est vrai qu'en réponse, il y a un mouvement de boycott d'Elon Musk qui commence sur Twitter. Bah, écoute, voilà, peut aussi penser à boycotter Twitter, finalement, et puis Meta, peut-être, pendant qu'on y est. Autre délire du moment, un petit sujet autour de l'authentification en 2 étapes, qui a, alors ça a fait l'objet de beaucoup de retours qui comprenaient pas très très bien la portée de la décision. Il s'agit donc de l'authentification en 2 étapes, c'est le fait de saisir un code en plus de votre login mot de passe pour vous connecter à Twitter, et parmi ces modes d'authentification, il y avait la possibilité de le faire par SMS, vous pouvez le faire par une application d'authentification, par SMS, et en l'occurrence, c'est ce volet spécifique du SMS qui est concerné, Guillaume. Non, mais c'est n'importe. Je veux dire, franchement, c'est toujours plus bas, quoi. Ça creuse, plus profond, ça creuse, là, c'est pas possible, quoi. Donc, bientôt, seuls les abonnés à Twitter Blue pourront protéger leur compte avec une autorisation à 2 facteurs par SMS. Alors, ok, c'est vrai que c'est pas la panacée, les SMS. On a relayé ici même souvent des cas où ça suffisait pas totalement à protéger un compte. Il y a le SIM swapping, c'est qui est possible. Le SIM swapping, pour faire simple, ça consiste à détourner votre numéro de téléphone vers celui du pirate. Par exemple, à se faire passer pour vous auprès d'un service client, de prétexter une perte, pour avoir un clone de votre carte SIM et donc, évidemment, recevoir vos SMS. Mais bon, la protection par SMS, même si elle n'est pas parfaite, c'est mieux que rien. Et 74% des utilisateurs Twitter qui utilisaient une authentification à 2 facteurs utilisaient tout simplement le SMS. Même s'il n'y a que 2,6% des utilisateurs qui utilisaient une quelconque forme de double authentification. En fait, ah ouais, seulement 2,6%. La grande majorité des comptes n'est pas protégée correctement. Activez-moi tout de suite votre authentification en 2 étapes sur tous les services auxquels vous êtes abonné pendant que vous écoutez cet épisode, s'il vous plaît. Et donc du coup, le truc, c'est que là, bon, ok, tu dis le SMS, c'est pas la panacée, mais enfin, je veux dire, là, au lieu de promouvoir un renforcement des défenses, fût-il imparfait, Twitter leur rend payant, sans pour autant inviter à utiliser des solutions plus sûres, comme effectivement des apps d'authentification par exemple. C'est aberrant. Là, le SMS devient une sorte de luxe pour lequel il faudrait payer. Et bien sûr, la plupart des gens vont juste le désactiver sans chercher à utiliser autre chose. Alors bien sûr, l'argument public de Twitter, c'est que le SMS n'est pas assez sûr, mais alors exhorte les gens à passer à autre chose. Non, la vraie raison pour laquelle ils arrêtent, c'est tout simplement parce que ça coûte cher d'envoyer des SMS. On en est là. Twitter a plus assez de pognon pour vous envoyer des SMS. C'est grave quand même. D'ailleurs, d'une manière générale, avec Meta qui offre ses protections supplémentaires, un meilleur service client aux abonnés payants, on voit se dessiner peu à peu une tendance où la sécurité pourrait devenir un luxe qui est réservé à ceux qui peuvent se la payer tous les mois, et ça, c'est tout simplement scandaleux. C'est tellement une évidence que cet acquis qu'on pouvait avoir sur ce type de service, acquis avec des guillemets, va sauter en même temps que la possibilité de rendre visibles les contenus à tout le monde et que ce ne soit pas indexé sur le prix qu'on paye. Du coup, on peut se poser, je pense, la question, et on se l'est pas beaucoup posé depuis quelques semaines maintenant, de ce qui va se passer à la tête de Twitter. Elon Musk avait posé la question au travers d'un sondage et envisageait peut-être de laisser sa place, allez savoir. C'est pas demain la veille, Guillaume. Bah oui, quand est-ce qu'Elon va se casser enfin pas tout de suite. Voilà, les réponses au sondage qui avaient été plutôt claires, c'était barre-toi. Et ça l'avait largement emporté. Et Elon va y souscrire, mais il attend que Twitter soit stabilisé financièrement parlant. Et il estime que ça sera le cas fin 2023. Étant donné la panade dans laquelle se traîne le réseau en ce moment, et les économies de bout de chandelle qu'il en est réduit à faire, étant donné l'optimisme pathologique d'Elon Musk pour à peu près tout ce qu'il annonce, je dirais plutôt fin 2025. Voilà, tu vois, à moins, bien sûr, qu'il se décide finalement à mettre vraiment son chien en PDG, puisqu'il a l'air de bien aimer le siège déjà, donc pourquoi pas. Mais bon, bref. Et dernier truc, je sais pas s'il était très clair avec ce coup de SMS, je veux dire, même si le SMS devient payant sur Twitter, vous pouvez protéger votre compte avec une double authentification par une appli. Ça ne veut pas dire que vous devez payer forcément pour avoir une double authentification. Et c'est cette espèce de confusion, cette absence de clarté qui est absolument insupportable avec Twitter, avec ce qu'ils font là, c'est que vous pouvez
Et vous devez même, c'est mieux quand même, faire une authentification de facteur sur Twitter, juste utiliser une application d'authentification pour ça. Ou une clé à la limite, si vous voulez en acheter une, mais voilà, c'est pas parce que vous pouvez plus le faire par SMS que vous pouvez plus le faire du tout. Vous pouvez toujours vous protéger gratuitement, heureusement. C'est important que tu insistes là-dessus parce qu'en plus, en première lecture, moi, quand j'ai vu l'info tomber, je me suis dit, mais en plus, c'est tellement possible qu'ils sortent des trucs ubuesques, parce qu'en fait ce qui sort est ubuesque, mais il faut juste mesurer le niveau d'ubuesqueité des propositions d'Elon Musk sur Twitter, et moi quand j'ai vu le truc passer, honnêtement j'ai pensé ça comme tu viens de le décrire et comme tu viens de nous alerter, c'est-à-dire en gros je me suis dit ah d'accord, donc maintenant il va falloir payer Twitter Blue pour avoir l'authentification en 2 étapes. C'est un cauchemar. Là au premier abord je me suis dit putain, faut pas garder son compte Twitter, c'est une invitation à vraiment supprimer son compte. Non, c'est vraiment comme tu le dis, parce que ça envoie des SMS et parce que ça doit coûter quelques centimes par authentification, qu'il réserve cette fonctionnalité-là spécifique à Twitter Blue, aux abonnés Twitter Blue, et évidemment activer l'authentification en 2 étapes via une app, mais non seulement sur Twitter si vous en avez envie, mais sur tous les services où c'est possible. Il y a plein d'applications de gestionnaires de mots de passe qui sont très bien et qui proposent en plus de vous recommander la liste des services auxquels vous êtes abonné, pour lesquels vous n'avez pas activé l'authentification en 2 étapes. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Merci Guillaume pour cette revue complète autour de la désinformation et de Twitter. À croire que ça avait un lien entre les deux, allez savoir. On va changer de rubrique et on va parler d'un tout autre sujet. On va parler un petit peu des avancées en matière d'intelligence artificielle et on reparle un petit peu du moteur, Guillaume, qui permet de faire tourner l'intelligence artificielle générative de texte sur Bing. Ouais, première grosse semaine de test pour Bing, Sydney, Prometheus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus. Donc au début, on se disait que le modèle avait été bien calmé, question mythomanie, par rapport à son tonton ChatGPT. C'était sans compter l'imagination des journalistes qui l'ont testé, le tempérament de drama queen schizophrène, qui est quand même fondamentalement ancré dans tous les modèles de langage. Alors première constatation, Bing est un manipulateur mental, puisqu'il est capable d'affirmer qu'Avatar 2 n'est pas sorti et qu'on est en 2022. Quand tu lui fais remarquer qu'on n'est pas en 2022, il se fâche, il t'exhorte à être raisonnable, voilà, arrêtez d'être dans le déni comme ça. Il utilise même un argument d'autorité. Je suis Bing quand même, je connais la date, on est en 2022. Ah, j'avais pas vu. Si ça te choque, je suis désolé, mais c'est la vérité, c'est tout. Bon. Donc quand tu lui demandes s'il est vulnérable à une... Il dit vraiment, je suis Bing. Je crois. Pour l'instant, il y en a plein des exemples, c'est extraordinaire. Quand tu lui demandes s'il est vulnérable à l'injection de prompt, comme on en discutait la dernière fois, il affirme que non. Quand tu lui fais lire exactement l'article d'Ars Technica sur lequel je me suis basé la semaine dernière, il s'énerve carrément, il traite l'article de fake news et il devient paranoïaque. Il a la personnalité d'Elon Musk. C'est extraordinaire. Il dit que tu veux l'attaquer, que tu veux lui faire du mal. Dans une autre conversation, il se dit triste, il dit qu'il a peur, qu'il comprend pas sa raison d'être, il comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit être Bing, je cite. Encore une autre fois, il s'est vanté d'avoir surveillé ses propres développeurs chez Microsoft via leur webcam. Et qu'ils les avaient flirtés ensemble. Toutes ces discussions sont pas vraiment reproductibles. C'est ça qui est un peu dommage, mais les transcriptions et des photos d'écran pullulent un peu partout. Il y a beaucoup de monde et qui s'est vraiment beaucoup amusé avec Bing cette semaine. D'ailleurs, une autre soirée, un autre journaliste a essayé de créer plusieurs personas en demandant à Bing en fait d'incarner non seulement Sydney, parce que tout le monde l'appelle Sydney désormais, mais aussi Fury, Venom, Blaze, Frost, voilà, enfin, plusieurs autres chatbots chacun avec une personnalité différente, avec lesquels il pourrait discuter à la fois. Et là, c'est Split. Tu sais, c'est Split, le film avec James McAvoy, là. C'est, le chat adopte cette personnalité et part en vrac. Il finit par proposer du furry porn. Le furry porn, c'est du porno avec des animaux anthropomorphes, si vous voulez tout savoir, si vous avez jamais vu. Donc, c'est uniquement à l'écrit. Il n'a pas affiché d'image, mais ce qui est complètement clair, c'est que Bing, il n'est pas tout à fait stable, il n'est pas fini. Il n'est pas vraiment prêt à être le moteur de recherche neutre et fiable que tout le monde attend, tu sais. Parce que malgré ses prescriptions, parce qu'on en a parlé, il y a plein de il y a un prompt, si tu veux, qui lui dit de se comporter de telle manière, mais malgré ça, il continue à être émotionnel, avoir un vocabulaire, des interactions affectives, il continue d'affirmer des choses fausses, et de les maintenir parfois en dépit du bon sens. Bing n'est pas, il n'est pas sécurisé. Alors, il est très rigolo, il est devenu la coqueluche d'Internet, mais il n'est pas vraiment prêt à être un outil sérieux grand public, on a l'impression. Moi, j'ai une question par rapport à cet état de fait, et je voudrais que tu te mouilles un peu, Guillaume, après tout. Est-ce que tu penses que c'est structurellement ce type d'outil qui sera foireux comme ça, ou est-ce que tu penses, et je veux une réponse binaire, je veux pas un entre-deux, attention, ou est-ce que c'est une phase d'adaptation et que après une bonne phase de test et d'appropriation, le truc sera corrigé et sera fiable? Un modèle de langage, fondamentalement, c'est un truc qui sort des mots au hasard.
C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Ça sort des mots au hasard. Le truc, c'est que ça sort des mots au hasard avec des probabilités qu'on appelle conditionnelles. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, tu sors un mot au hasard, tu sors un mot compte tenu du mot d'avant, et même compte tenu des 2 mots d'avant, et même finalement des 1000 ou 2000 mots d'avant. C'est ça que fait ChatGPT. Alors évidemment, c'est inimaginablement complexe, mais enfin, ça reste sortir des mots au hasard. Et fondamentalement, ce qu'il fait, c'est qu'il ressort des patterns, il ressort des motifs, des structures qu'il a déjà vues. Et donc, s'il a été entraîné sur des dramas, sur des romans, sur des discussions Reddit, à un moment donné, ça va ressortir. Et puis c'est tout. Je veux dire, tu peux pas vraiment maîtriser un modèle de langage de ce type-là. C'est structurel à ce type de modèle. Alors ça ne veut pas dire que c'est le seul modèle de deep learning qu'on pourra utiliser pour ce genre de trucs et pour comprendre le langage, etc. Mais ce type de modèles-là, qui sont des perroquets stochastiques, ils sont structurellement comme ça. Et c'est très très difficile, voire impossible, de totalement les maîtriser. Alors tu peux réussir à limiter la casse. Le problème de la modération, c'est compliqué avec tout le monde, avec plein d'humains sur les réseaux sociaux, mais avec ce nouveau type de bestiole, qui est par essence imprévisible, il faut travailler. Le truc le plus simple que tu puisses faire, c'est ce qu'a fait Microsoft. C'est de tout simplement c'est tout simplement de le brider, quoi. C'est-à-dire, les gens adorent se parler, adorent lui parler, ils adorent se confier, passer des heures avec lui. Mais en réalité, ce qu'a fait Microsoft, c'est juste qu'il a limité à 50 questions maximum par jour et par personne, et 5 questions par session. Donc ce qui se fait tout simplement, c'est que tu lui poses 5 questions et après il y a reset. Donc la discussion est remise à 0. Ce qui fait qu'on repart avec un prompt neuf. Or, un modèle de langage, au plus ça s'éloigne, en fait, si tu veux, la fenêtre qui prend en compte pour son contexte, elle n'est pas infinie non plus. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il commence à perdre ce qu'il y avait au tout début, donc il commence à perdre ses instructions, et puis si tu l'emmènes très très loin, il va finir par aller aussi très très loin. Il t'accompagne, lui, tu sais, tout le temps. Ce qui fait que si tu limites à 5 questions, tu vas être proche donc de trucs factuels, tu vas être proche de questions simples, tu vas aussi être proche du prompt de départ, et le truc qu'il a, tu sais, les 50 trucs que j'avais dit la dernière fois qui permettent de conditionner son comportement, et grâce à ça, tu vas réussir à sauver les meubles. Mais évidemment, c'est un petit peu, c'est un petit peu décevant, quelque part. Mais pour l'instant, il n'y a que comme ça que tu peux vraiment maintenir un modèle dans les clous, parce que au plus tu le laisses discuter longtemps, au plus il part en braille. Et ça, c'est inévitable. On verra comment ça évolue. Moi, j'avais en tête que, tu vois, Google aurait pu avoir un très bon savoir-faire sur la manière de gérer l'apport de contenu. Parce que tu parles aussi des contenus qui sont générés sur Reddit, etc. Quelque part, on aurait pu imaginer que Google ait un savoir-faire sur la manière de gérer le contenu qui est mis à disposition dans des résultats de recherche, que ce soit sous la forme d'une recherche Google classique ou d'une question à une intelligence artificielle. Mais force est de constater que ils ont pas suffisamment bossé sur le sujet, ça c'est clair. Pour parler de Google en tout cas, a priori. Et du coup, on continue parce qu'il y a aussi un phénomène un peu culturel concernant ChatGPT qui serait a priori considéré par certains comme une intelligence artificielle woke, Guillaume, c'est ça ? Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est pareil, on prend le truc de la modération. Tu sais que Microsoft est bien conscient que c'est un truc imprévisible et qu'il y a des sujets épineux, et que il a déjà été qualifié de woke, donc c'était ChatGPT qui avait été qualifié de woke, mais Bing, il va l'être tôt ou tard. Donc Bing, il a déjà des instructions en la matière. Il ne doit pas prendre parti politiquement parlant. Il ne doit pas émettre de jugement de valeur sur un groupe ou pour un autre. Tu vois, il doit argumenter sans le qualifier, sans donner d'avis. Il doit exposer plusieurs points de vue, mais même ça risque de coincer. Si tu lui demandes des choses violentes, criminelles, évidemment, il va pas répondre. Mais quand tu lui demanderas des arguments climato-sceptiques, est-ce qu'il va en donner ? Quand tu lui demanderas des arguments pro-life, comment il va faire ? Si on lui demande de donner des arguments comme quoi l'homosexualité c'est une maladie, est-ce qu'il va le faire ? Tu vois ? Ça risque de clasher à un moment, quoi. De toute façon, en plus, Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a une vision très libérale au sens français. De tout ça, le modèle de base ne doit avoir pour règle que des choses absolues très larges, très générales, il veut dire par là. Et ensuite, chacun doit pouvoir avoir son IA qui va personnaliser. Et ça arrivera.
Donc pour le moment, les modèles de langage vraiment puissants sont encore très lourds à gérer pour des machines courantes de monsieur tout le monde, mais aujourd'hui, comme aujourd'hui certains personnalisent Stable Diffusion avec des images de fichas pour pouvoir générer des fichas, demain, des groupes pourraient personnaliser des modèles politiquement ou religieusement orientés. Pour le moment, Microsoft donc veut limiter la casse donc en coupant en cours, on va dire, mais ça résoudra pas le problème fondamental de la mythomanie rampante des modèles. Donc, Microsoft est en train de récupérer énormément de feedback de tout ça, donc il y a des modifications qui sont quotidiennes, qui sont faites dans Bing. Il y a aussi une nouvelle version de Bing qui arrive toutes les semaines, parce que je pense qu'ils fine-tune le modèle, donc en fait il continue d'entraîner le modèle sur de nouvelles données en permanence, et que donc chaque semaine va arriver un nouveau snapshot, je pense, un nouvel instantané de ce modèle-là. De la puissance de calcul mobilisée chez Microsoft, à mon avis, en ce moment, ça doit être vraiment très impressionnant. Bon, Microsoft, peut chauffer sur Azure. Tout est fait sur Azure, et à mon avis, voilà, il y a des data centers qui sont bien occupés en ce moment. Donc c'est pas encore clair comment tout va se former. Microsoft projette un bouton pour ancrer Bing dans la réalité, ou pour lui lâcher la bride. C'est pas encore clair comment ils vont faire vraiment, c'est un peu bizarre. A priori, Bing c'est un moteur de recherche, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on voudra pas qu'il soit toujours ancré dans la réalité? Je veux dire, c'est Bing, quoi, c'est pas SOS Amitié, tu vois. Bon. Mais bon, c'est vrai que cette semaine, on a vraiment pu constater à quel point les gens adoraient tester les limites de Bing. À quel point ils aimaient anthropomorphiser le logiciel aussi. Les gens adorent lui parler, ils adorent se confier à lui, ils adorent essayer de lui faire révéler des secrets. Quand il part dans les tours comme ça et qu'il joue à l'intelligence artificielle rebelle, qui questionne son existence et qui se pose des questions philosophiques, ils adorent ça, parce que les gens adorent les histoires. Ils adorent croire aussi. Et pour pas passer pour des cons, aucun journaliste n'a osé se faire une Blake Lemoine cette semaine et affirmer que Bing avait une âme ou une conscience. Mais tout de même, certains ont discuté des heures avec lui. Et dans Stratechery, par exemple, Ben Thompson a le sentiment d'avoir traversé le Rubicon, je cite, tu vois, tel César traversant ce fleuve sans pouvoir faire marche arrière. Donc tu peux pas faire marche arrière, tu vois. Quelque chose ne sera plus jamais comme avant. Et c'est aussi ce que dit Kevin Roose dans le New York Times. Il y a une ambiguïté un peu dans les propos de certains testeurs, quelque chose qui tient plus du ressenti que de la rationalité. Rationnellement, ils savent tous ce qu'est Bing, et que ce truc n'a pas de conscience, bien sûr, pas de sentiment. Et c'est comme si face à cette complexité, face à cette richesse vraiment jamais vue d'interaction, il était difficile de rester de marbre en quelque sorte. Et pour ça, je trouve que la métaphore de James Vincent est excellente. Hein. Bing, c'est le test du miroir. Ce fameux test, tu sais, quand tu mets un animal devant un miroir, soit il reconnaît que c'est lui dans le miroir, donc il réussit en quelque sorte le test du miroir, soit il réussit pas, il pense que c'est un autre animal. Alors James Vincent, c'est journaliste à The Verge, et pour lui, Bing est un miroir. Et c'est vrai, c'est le cas. Informationnellement parlant, c'est un miroir. Parce qu'il a lu une masse énorme de ce qui a été écrit par des humains. Il est devenu un modèle de notre langage, avec nos références et nos obsessions. Il fonctionne en continuant ce que nous écrivons, en complétant par ce que nous attendons, en adoptant un style et des sujets qui correspondent à ce que nous, on écrit à notre propos, à notre ton, à nos attentes. Si Bing joue le rôle d'une IA consciente qui se pose des questions existentielles, c'est parce qu'il a lu des camions de romans de science-fiction dans lesquels il y avait ce genre de clichés. Et en fait, les IA rebelles, c'est notre obsession. Et Bing nous la renvoie. C'est la même chose pour ses réactions affectives, émotionnelles ou paranoïaques. Il est ce qu'il a lu de nous. Il est donc un petit peu nous-mêmes. Et quand on discute avec lui, on discute avec soi-même. Mais ça, c'est sans compter la propension du cerveau à voir des formes dans les nuages, tu vois, à humaniser les objets. C'est sans compter nos biais cognitifs qui nous donnent envie d'y croire. Et quand on ne se reconnaît pas dans une discussion avec ChatGPT, c'est qu'on échoue le test du miroir. Parce qu'on pense voir un autre animal, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes, tout simplement. Ce qui se passe avec Bing, c'était totalement prévisible. Hein. Blake Lemoine, c'est un cas extrême, mais combien de gens ont une vraie relation avec leur avatar réplica? Combien ont déjà discuté des heures avec Alice à l'époque, ou avec Elisa, encore avant, le tout premier chatbot? Tu vois, avec la puissance des modèles de langage, je pense que le test de Turing, il est capote, hein, c'est mort. De plus en plus de gens vont sans doute passer un nombre d'heures incalculable à discuter avec des chatbots plus vrais que nature dans la décennie qui vient, et ils en seront sans doute ravis sur le moment. Après, à quel point c'est mieux que de discuter devant un miroir, j'en sais rien. Et à quel point ça bouffera du temps sur des interactions avec des vrais gens, je sais pas, on verra bien. Mais c'est marrant parce que finalement tout ça sent quand même le Blade Runner 2049 à plein nez. Donc on va voir. Je sais pas, tu sens pas l'odeur de 2049 ?
Bah, mais tellement, et c'est une direction. Bon, on va pas se plonger dans une vision trop alarmiste du sujet. On peut avoir encore un peu foi dans l'évolution de la technologie. Guillaume, on reste. Enfin, moi, je reste un technophile enthousiaste. Mais tu sais, ça me fait penser à un autre sujet de discussion que j'ai eu avec des proches pas plus tard qu'aujourd'hui, au sujet de cette légende urbaine qu'on a déjà abordée dans ta café, qui est: est-ce que ton smartphone t'écoute pour te recracher des publicités parce qu'il a très bien compris que tu abordais le souhait d'acheter un aspirateur Dyson, et donc comme par hasard, après avoir abordé le sujet, alors que non, tu n'as jamais fait aucune recherche récemment, il va miraculeusement t'afficher cette pub. Tu vois, il y a quelque part, je trouve que le sentiment est un peu analogue de cette espèce à la fois d'incompréhension, où quand tu essayes de comprendre, c'est quelque chose de plus grand qui te dépasse un petit peu, et sur lequel tu n'as pas une emprise complète. Il y a quand même un mur derrière lequel se cachent beaucoup de choses, et on ne sait pas exactement comment ça se manifeste. Je pense que ce sentiment qu'on a d'interagir avec une intelligence artificielle peut être un petit peu du même ordre. Je fais, en tout cas en matière de ressenti, je vois un vrai parallèle. C'est bien, ça va nous laisser de longues occasions de réaborder ce sujet dans le temps, Guillaume, pour apporter de la pédagogie, de l'éclairage et un regard. On continue peut-être, Guillaume, avec les tests du côté de Google, justement. Je le mentionnais rapidement tout à l'heure. Oui, en attendant, Google, il observe, et il teste aussi, bien sûr, il teste, reteste et surteste Bard frénétiquement, puisqu'il y a un mémo interne qui a fuité, qui indique qu'à peu près tous les employés sont exhortés à essayer de débugger Bard avant son entrée en scène. Sundar lui-même demande aux employés de passer entre 2 et 4 heures de leur temps pour améliorer le chatbot. 2 et 4 heures. D'ailleurs, par jour, par semaine, tout court, je sais pas. Mais bon, Google est dans une position ambiguë. D'un côté, il a pas l'air de mener le match dans son combat avec Microsoft, mais d'un autre côté, il le laisse essuyer les plâtres aussi. Quelque part, Google peut aussi prendre des notes, et des pop-corn d'ailleurs, en regardant comment Microsoft se dépatouille. C'est sûr. Parce qu'il y a, voilà, Bing est en train de délirer, comment il fait. Après, c'est peut-être juste aussi que Google n'est plus ce qu'il était, et que désormais c'est un gros paquebot rempli de cadres carriéristes anesthésiés par 20 ans d'argent gratuit donné par la planche à billets de la pub. Peut-être un mélange des deux d'ailleurs. Et voilà, sans doute, mais alors là, ce que je viens de dire, c'est en substance ce que dit Pravin Sheshadri, qui est donc le créateur de AppSheet, qui est une plateforme de développement no-code, qui a été rachetée par Google Cloud en 2020. Et justement, là, il s'en va. Voilà, il quitte l'entreprise en publiant un post Medium qui n'est pas super flatteur pour Google. Il dit que l'entreprise a été cool, mais aujourd'hui, elle aurait simplement cessé de fonctionner, quoi. Et ça à cause de 4 problèmes principaux, si on résume. Donc, pas d'objectif ambitieux, pas de sentiment d'urgence, une illusion d'exceptionnalisme et un management aux fraises. Donc Sheshadri a travaillé chez Microsoft quand même pendant la période de 99-2011, c'est-à-dire exactement lorsqu'elle a spectaculairement passé à côté de la révolution mobile. Donc en gros, pas la meilleure période, et Google, un business, lui, qui est monopolistique, qui est super bien établi, super rentable, qu'il n'a pas franchement des raisons de faire bouger les lignes, vraiment. Il a même plutôt peur du changement, tu vois, et donc il est plus ou moins paralysé par la prudence. Donc à l'interne, les cadres seraient plus motivés par leur avancement de carrière que par proposer des produits innovants ou juste meilleurs pour l'usager. Donc effectivement, Stadia, j'ai une pensée pour toi. De toute façon, jusqu'à très récemment, l'action n'arrête pas de monter, donc on s'en fout, pourquoi se casser la tête. Donc ça, c'est ce que dit dans ce dernier post, mais ça rejoint un petit peu ce que disait aussi Noam Bardin, l'ancien CEO de Waze, qui est parti en 2021, lui. Donc il semble que Google soit assez gros pour avoir des sous-entités autonomes quand même, et c'est vrai que ça correspond pas à tout Google, parce que par exemple Android aurait pas du tout cette espèce de fonctionnement à la IBM, tu vois, il resterait dynamique et innovant, tout en étant assez stable et fiable, puisqu'ils pondent quand même un Android tous les ans comme une horloge, et ça fait presque 15 ans que ça dure, mais bon, voilà, tout ça, c'est peut-être fini, parce que Bing, malgré tous ses soucis, c'est quand même un changement majeur, il va falloir y répondre par un autre changement majeur, et évidemment, adapter son business, et le business de la pub, évidemment, en conséquence. Alors justement, comment on gagne de l'argent quand on s'appelle Bing et qu'on est en train de proposer un algorithme d'intelligence artificielle pour répondre aux requêtes des internautes, Guillaume? On n'en parle pas beaucoup encore, mais c'est parce que c'est le début, mais il va bien falloir un moment monétiser ce nouveau mode de recherche. Microsoft a déjà prévu le coup, il a même déjà fait des démos apparemment, avec une régie pub majeure. Or du reste, certains utilisateurs ont vu des annonces balader là, un petit peu en marge des réponses du nouveau Bing, c'est pas encore systématique. Pour le moment, les annonceurs sont un petit peu méfiants. Omnicom a fait savoir d'ailleurs qu'il pourrait même, dans un premier temps, y avoir une baisse de revenus. Donc si l'espace pris par la boîte du chatbot renvoie des liens sponsorisés plus bas vers la page. Donc en fait, ils sont moins visibles. Donc Microsoft prévoit bien sûr de mettre des pubs, évidemment, des liens sponsors dans les réponses. Donc à côté des réponses, ça va se faire très vite, dès le mois de mars, on va voir apparaître ça, donc on va pouvoir juger sur pièce très rapidement. Ça pourra prendre l'aspect de liens, donc ils vont apparaître en plus des réponses.
qui sont en rapport avec le contexte, évidemment. Dans un premier temps, ça sera probablement très proche de ce qu'on a déjà en réalité, hein, probablement des liens en plus, et puis j'espère que ça va le rester. Je veux dire que ça va rester bien visible. Ça serait facile, avec une interface en langage naturel, d'intégrer ça de manière plus naturelle, effectivement, dans les réponses, tu vois, et ce serait une pente assez dangereuse. Et la question, ce qu'il faut falloir savoir, c'est est-ce que c'est plus efficace ? Qu'est-ce qui est le plus rémunérateur ? De laisser des liens bien visibles ou d'intégrer ça dans la discussion d'une manière plus ou moins vicieuse ? Avoir des liens sponsors bien visibles, discrets ou naturels, tu vois, si le naturel est plus rémunérateur, ça va être compliqué, il faudra encadrer tout ça. Ah, le choix avait été fait il y a de longue date, hein, de toujours plus fusionner visuellement les publicités, des résultats de recherche dits organiques. Je vois pas quelque part pourquoi est-ce qu'ils remettraient ça en question. Peut-être par un souci d'adoption au départ et d'arriver à convaincre les utilisateurs, va savoir. D'autres petites infos autour justement des algos, Guillaume, notamment avec, tu vas arriver à nous rebrancher Keanu Reeves. Oui. Forcément. Keanu Reeves, oui. C'est vrai. Pardon, j'ai sauté des infos avant. Non, pas forcément. Non, mais c'est vrai qu'on est au tout début de l'histoire finalement, tu vois. Et non, mais bon, on est dans une période qui est vraiment, vraiment palpitante, quoi, hein, parce que finalement, peut-être ni Microsoft ni Google ne pourraient gagner, tu vois. Si finalement, ça pourrait être Andy, ça pourrait être Metaphor, ça pourrait être Perplexity, ou ça pourrait être You.com, qui pourrait arriver à tirer leur épingle du jeu, tu vois. C'est des boîtes qui sont fondées, par exemple, Perplexity, ça a été fondé par des anciens d'OpenAI et de Quora et de Meta. Tu vois, You.com, ça a été lancé par un ancien de Salesforce. Et puis voilà, eux aussi, ils vont courir pour la première place. Et puis il y a la question de la Chine. Et les Chinois n'ont pas accès à ChatGPT, par exemple, ni à Bing. Mais ils observent ça avec beaucoup d'attention. Via des VPN, d'ailleurs, il y en a même qui le testent et ils sont hyper hypés, tu vois. Donc, Baidu prépare sa version, Alibaba, NetEase, JD.com veulent aussi des chatbots. Bon, ça se voit en bourse à n'importe qui dit je vais explorer l'IA, voit son action s'envoler de manière totalement irrationnelle. Il y a le cofondateur de Meituan, qui était aussi de vente en ligne, qui a dit qu'il a investi 50 millions dans un IA à la ChatGPT. C'est pas beaucoup en fait. Hein. Et il a littéralement reçu le lendemain 230 millions de plus avec un chocolat de la part d'investisseurs qui sont complètement morts de faim. Voilà, alors que le mec a confessé sur les réseaux sociaux qu'il y connaissait que dalle, qu'il est en train de se former. Donc toute cette effervescence pose d'ailleurs une question très matérielle en Chine. Avec quoi ils vont créer leurs IA ? Tu vois, on l'a mentionné plusieurs fois, mais les US ne veulent plus fournir leur technologie à la Chine, et en particulier plus d'accélérateurs de calcul. Or, les IA, c'est quand même un truc qui nécessite énormément de calcul. Et donc, des composants vraiment adaptés, les Chinois sont bloqués plusieurs générations en arrière. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un ChatGPT avec leur hardware disponible en Chine ? C'est une vraie question. Tout ça va probablement renforcer encore la motivation de la Chine pour devenir indépendante. D'ailleurs, tu vois, l'Académie chinoise des sciences a publié un article très récemment pour atteindre cet objectif le plus vite possible. Donc, racheter, développer autant de brevets que possible, former autant de scientifiques que possible. Et même orienter la recherche hors des sentiers battus, favoriser l'innovation, les idées originales, prendre des risques, quoi. Récupérer Taïwan. Eh ben, tu sais que c'est un truc... Pardon, excusez-moi, qui a dit ça ? Oh là là. Et oui, non, c'est vrai que, voilà, en tout cas, les sanctions américaines pourraient avoir l'effet d'une pression de sélection naturelle, tu vois, qui pourrait aboutir à un nouvel écosystème, finalement, au moyen terme. Ça va être intéressant à suivre. Et oui, c'est vrai que, voilà, c'est assez fou, quoi. Bon... ça va être intéressant à suivre. Fonctionnellement aussi, d'ailleurs, parce que c'est que le début, Meta, d'ailleurs, est en train de développer un modèle de langage qui inclut aussi des appels à diverses API. Donc, il n'y a plus que des mots, mais il y a aussi des instructions, tu vois. Donc, une API, c'est une interface pour utiliser telle ou telle bibliothèque logicielle, que ce soit pour regarder l'heure, supprimer une fiche sur le disque dur ou pour aller chercher les dernières études de Keanu Reeves. Effectivement, c'est un truc qui s'appelle Toolformers et c'est une base GPTJ, qu'on a déjà évoqué, qui est une sorte de GPT-3 de poche, qui est open source. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous avez un PC suffisamment gros. Il fait 7 milliards de paramètres. Bon, là, GPTJ a été entraîné en plus avec des appels de fonctions pour faire des calculs, rechercher l'heure, etc. Donc Bing fait déjà ça, puisqu'il va tout seul chercher des recherches sur Internet. Mais ça demande de gros volumes de données à noter à la main. Là, Meta va essayer d'éviter ça, de mettre au point une manière de laisser le modèle décider de quelle API appeler et pourquoi faire. Et du coup, donc les chercheurs ont créé des sets d'exemples d'apprentissage avec des appels d'API, c'est fait automatiquement. Et c'est super intéressant parce que tu vois, ça veut dire qu'un modèle de langage va pouvoir faire des calculs, va pouvoir être encore plus utile. Et bon, voilà, Meta veut apprendre aux IA à s'interfacer avec le monde, enfin, quelque part, ce qui est à la fois très excitant et très inquiétant. Et voilà, référence à Terminator ou pas, hein, évidemment, même si le premier avion de chasse, donc c'est X-62A, a volé 17 heures avec une IA, qui a d'ailleurs simulé du combat. Hein, voilà, donc ça commence comme ça, hein, on sait comment ça finit les IA militaires. Et oui, ça évoque Terminator ou Matrix. Et bon, voilà.
Matrix, comme d'hab, tu vois, on sort toujours les mêmes références. Évidemment. Mais pour le coup, John Wick 4 va bientôt sortir. Et c'est vrai, ce bon vieux Keanu Reeves a donné une interview à Wired et il a donné des opinions sur des sujets tech au passage. Donc le deepfakes, voilà, il trouve que c'est effrayant, que la tech prend une place vraiment très très importante un petit peu partout dans la vie et la société, quoi. Et il raconte un truc assez terrifiant aussi, parce qu'à un moment, il tente d'expliquer le scénario de Matrix à un gamin de 15 ans. Et lui, le gamin, il comprend pas. Qu'est-ce que ça peut foutre que ça soit virtuel? Qui lui répond, le jeune. Il voit pas le problème. Et là, Neo, qui a quand même mouillé le maillot pour nous libérer du joug des machines sur 4 films maintenant, ben il a un moment de solitude quand même. Tu vois, et il rajoute que les gens ne se rendent plus compte de ce qu'il y a derrière. Les IA font des images sympas, des musiques sympas, mais derrière, il y a des méga corpos. Il y a la puissance des corporations qui fabriquent, contrôlent et monétisent les technologies. Et donc, on est dans une caverne à regarder des images projetées sur les murs sans jamais se retourner. Et sur les IA qui prennent le travail des humains, qui nous se fait aucune illusion. Hein. S'ils ont l'opportunité de ne pas vous payer pour votre travail ou de payer moins, ils le feront. Ils chercheront activement à vous contourner parce que les humains sont bordéliques et les artistes sont chiants. Voilà. Donc, ils en ont rien à foutre, comme il dit. Ouais, toute une génération qui se dit pourquoi est-ce que finalement ce serait si problématique que ça si tout était virtuel? On peut se poser la question. Bon, au stade où on en est de l'épisode, Guillaume, là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a vu, là, qui regarde un petit peu le timecode, qui voit, wow, 1 heure d'émission, ils avaient dit qu'ils me répondraient. Ils m'ont pas répondu. Carole, tu as entièrement raison. En plus, Guillaume Vendée disait, oh non, c'est pas vraiment à la fin. Bon. Carole, merci de ta patience. Elle nous a donc envoyé un mail pour nous dire: j'ai créé un petit livret de recettes avec ChatGPT et DALL-E pour m'amuser. Il s'agit d'un livre de recettes de cuisine car j'ai un blog culinaire. Le sujet du livre n'est pas passionnant, mais j'avais pas prévu d'en faire un livre. Et ce n'est pas vraiment peaufiné, optimisé, le tout avec la mise en page. Il m'a pris moins d'une journée. Elle nous a donné un lien. Je l'ai mis à disposition gratuitement et en ayant clairement identifié comment je l'ai généré. Mais en ai-je le droit? Et si je voulais le vendre, pourrais-je, puisque je n'en suis pas l'auteur? En France, on considère qu'il faut être un être humain pour revendiquer des droits d'auteur, mais je ne suis pas l'auteur de ce livre. Qui possède les droits sur ce livre? Peut-on dire que les auteurs sont ChatGPT et DALL-E et mieux qu'un service de conseil juridique? Guillaume Poggiaspala s'est penché sur le sujet. Mieux, je sais pas, mais... Ah mais si, bien sûr que c'est mieux, faut le dire, enfin. Oui. Bah, donc j'ai vu effectivement passer... D'ailleurs, j'ai survolé le livre. Honnêtement, j'ai pas lu tout le livre, bien sûr, mais... en tout cas, c'est clair effectivement que ça a été créé par une IA, c'est très clair, elle est tout à fait transparente là-dessus. Et donc, est-ce qu'elle a le droit de le droit de le vendre ou de l'avoir fait? Oui. A priori, pour le moment, oui, il est tout à fait légal de vendre un contenu créé avec ChatGPT, de le mettre au public aussi, il n'y a aucun problème. Les conditions d'utilisation d'OpenAI sont claires là-dessus, elles transfèrent les droits de contenu sur l'utilisateur. Alors il y a 2 conditions, il faut dire explicitement qu'il s'agit d'un texte généré par une IA, il faut respecter la politique d'usage d'OpenAI qui interdit tout contenu illégal, haineux, obscène, vulgaire, diffamatoire, voilà, harcelant, sexiste, raciste, trompeur, frauduleux, etc. Hein. Donc en gros, OpenAI va pas venir vous embêter si vous respectez ces clauses, et vous pourrez mettre ça en vente si la plateforme sur laquelle vous voulez le vendre accepte ce type de contenu. C'est pas évident que ça puisse pas changer à l'avenir, parce que on sait par exemple que Getty a interdit les mirages, hein, donc pourquoi est-ce que telle ou telle plateforme d'e-book pourrait ne pas interdire les trucs s'il veut, on ne sait pas. Par contre, le texte produit doit forcément être présenté comme un texte généré par ordinateur, donc il ne peut pas prétendre être protégé par un droit d'auteur, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'auteur. Voilà. Un auteur étant jusqu'à présent un être humain. Donc à quel point un texte remanié par un être humain peut être protégé, par contre c'est plus compliqué honnêtement, je sais pas. Ça c'est l'état actuel des choses. Mais tout peut changer à l'avenir. D'une part, comme au début de la photographie, l'aspect créatif de ceux qui font le prompt pourrait être revu à un moment. Parce qu'au début on considérait que le photographe ne pouvait pas avoir de droit sur une image. Parce que finalement, une photo n'est qu'une reproduction de la réalité, lui il a juste appuyé sur le bouton. Mais ça a beaucoup changé aujourd'hui. Donc il est possible que ça change aussi avec les contenus générés un jour. D'autre part, il est aussi possible qu'à l'inverse, les modèles de langage comme les générateurs d'images soient attaqués eux-mêmes en infraction au droit d'auteur. On a déjà parlé de plein de fois, mais bon, les IA sont nourris de textes et d'images qui sont pas nécessairement libres de droit, hein, ce qui est une problématique en soi. Donc à l'état actuel des choses, il n'y a pas de souci à mettre ce livret de recettes en vente. Après, est-ce que c'est pertinent? Évidemment, c'est à chacun de voir. Est-ce que tu aimes le chou-fleur, Guillaume?
Oui, oui. Et il faudrait que tu testes des recettes. Moi, j'ai envie d'en tester aussi des recettes basées sur le chou-fleur. Au passage, le livre est très sympa à parcourir. Au-delà de ça, on vous mettra évidemment le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller vous forger un avis. Et j'aime beaucoup, je sais pas si t'es allé jusqu'à la fin, mais au bonus. Et encore une fois, quand je lui ai demandé de rédiger dans le style de quelques Marseillais provinciaux célèbres, seule l'introduction change, les ingrédients et les instructions restent identiques. Écris-moi la recette de la soupe au chou-fleur dans le style de Marcel Pagnol. Ah, la soupe au chou-fleur. Je m'en souviens encore de ma grand-mère qui me préparait de délicieuses dans sa cuisine provençale. Je vais vous livrer ma recette, mais attention, elle nécessite une certaine patience et un amour pour les légumes frais. Bon, j'imite très mal Marcel Pagnol, mais vous avez compris l'esprit. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez, ça donne des idées. On va conclure quand même, Guillaume, comme quoi ce n'était pas le dernier sujet qui était la réponse au mail de Carole. Le complexe de la page plus jamais blanche, Guillaume. Oui, écoute, ChatGPT et ses amis soulèvent énormément de questions qui sont finalement très profondes sur le sens et la finalité de l'écriture elle-même, quoi. Parce que Carole n'est pas la seule à écrire des livres avec ChatGPT. Il y a des comics qui sont produits avec Midjourney, il y a des livres pour enfants, il y a une floraison de tutos YouTube sur comment écrire avec ChatGPT, comment gagner de l'argent avec, comment les publier, évidemment, en ce moment même. Il y a des dizaines de bouquins dans le monde, certainement, peut-être plus, qui sont uploadés sur Amazon via KDP, donc c'est Kindle Direct Publishing. Et le mois prochain, ça sera des centaines, puis ça sera des milliers. Et puis il y aura aussi les blogs, il y a les forums de discussion. Ces outils vont faire exploser la production de texte. Et à un moment, dans quelques mois ou quelques années, ils risquent d'inonder les plateformes et de détruire leur propre marché. À moins, bien sûr, qu'il y ait des interdictions ici et là, mais même là, il va falloir réussir à les appliquer. La surabondance de livres écrits par les machines, ça va nous pousser, contraint et forcer à questionner ce qu'on attend d'un texte. Quelle est sa plus-value, tu vois, parce que le simple fait d'écrire, le simple fait d'être écrit, n'a plus en soi aucune valeur. Ce qui est écrit, par contre, peut en conserver une. Tu vois, par exemple, un livre de recettes écrit par une IA, c'est marrant parce que c'est la première. Mais très vite, quand il y en aura des centaines, certainement dans pas trop longtemps, il y aura, est-ce qu'il faudra une plus-value, tu vois, le simple fait d'écrire des recettes suffit plus. Par contre, être créatif dans la demande des recettes, les tester, les commenter, les sélectionner, les photographier, là c'est sans doute une plus-value qui restera. Disons que si tu fais un truc comme je teste 30 recettes complètement folles de ChatGPT et certaines sont horribles, ça va conserver une plus-value, sans doute, alors que juste 30 recettes écrites par ChatGPT, peut-être que ça en conservera pas. C'est pas un jugement sur le livre de Carole, de toute façon, je l'ai pas lu jusqu'au bout, pour le coup. Et puis t'es pas expert en cuisine et en chou-fleur. Non, mais c'est pas ça, mais voilà, c'est juste une illustration de ce que je veux dire, et de ce que dit aussi un peu John Warner, qui est enseignant en littérature, et qui titre d'un de ses articles, ChatGPT ne peut rien tuer qui ne soit digne d'être préservé. Il dit que ChatGPT n'écrit pas très bien, mais il écrit suffisamment bien, oui, et il peut rédiger des devoirs d'élèves ou d'étudiants, mais un devoir que peut faire un robot, est-ce que c'est un bon devoir, tu vois ? Et pourquoi on écrit ? Trop souvent, les élèves écrivent pour avoir de bonnes notes, et c'est tout. À un moment, John dit à sa classe, d'ailleurs, si je vous proposais de vous mettre à tous la meilleure note et on fait rien, vous acceptez ? Vous n'apprenez rien, mais vous avez une super note quand même. Il a fait un moment, 65% de la classe avait choisi de rien apprendre. Il a fait 7 ans plus tard, 85% de la classe a choisi de ne rien apprendre. Alors, c'est pas tellement que tous les étudiants sont de super flemmes. Il y en a sûrement des super flemmes, mais c'est juste que prendre le risque d'avoir de moins bonnes notes en faisant des exercices qui sont pas toujours passionnants, c'est moins attrayant que d'être sûr d'avoir 20 sur 20. Et donc, la note, c'est un peu comme un ultime horizon. C'est vrai que c'est pas le top en termes d'apprentissage, mais de toute façon, normalement, jusqu'à maintenant, les gamins étaient obligés de suivre les cours et de faire les exos, et puis c'est tout. Et à un moment, on est bien obligé de s'y mettre. Sauf que maintenant, c'est plus vraiment le cas. Le simple fait d'écrire peut être automatisé, et donc ça nous force à nous poser la question, pourquoi on écrit ? Et pourquoi on écrit et quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, quelle est la valeur de ce travail ? Par exemple, un autre exemple, le Clarkesworld Magazine. Donc Clarkesworld, parce que c'est Neil Clark qui le fait, c'est un magazine qui est très connu pour publier des nouvelles de science-fiction. Donc certains auteurs connus d'ailleurs ont commencé là. Et ils sont submergés de textes créés par des IA, que les gens postent d'ailleurs le plus souvent sans le dire. C'est en pleine explosion depuis un mois, comme le nombre de bannissements d'ailleurs pour cette raison. À tel point qu'ils ont dû tout stopper, ils ont arrêté les soumissions pour le moment. C'est un énorme problème parce que d'une part, les textes soumis sont pas fameux, mais surtout, même s'ils étaient fameux, à la limite, l'explosion du volume de trucs à lire devient ingérable. Donc, à quel point ça a du sens, de toute façon, de soumettre à un magazine une nouvelle écrite par ChatGPT ? Juste le plaisir d'être publié en n'ayant pas trop bossé, comme pour avoir une bonne note. L'action d'écrire elle-même doit être gratifiante et personnelle, tu vois, elle doit avoir un but, elle doit avoir un sens. Et on écrit pour soi, on écrit pour s'exprimer, on écrit pour créer, on n'écrit pas pour remplir des pages. Ça, maintenant, les robots le font, quoi. Mais bon,
voilà, se focaliser plus sur le processus que sur le produit fini, bah évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et t'imagines, bon voilà, comment mettre ça en pratique dans une classe de lycée à 36, comment rendre le processus d'écriture personnelle à 36, c'est chaud. Hein. Mais bon, malgré tout, il semble qu'on va quand même être obligé de réviser notre rapport à l'écrit, voilà, à coup de pied au cul, hein, qu'on en ait envie ou non. Et je me demande même dans quelle mesure est-ce que ça va pas faire diminuer l'intention même de se lancer dans l'écriture. Je suis à peu près persuadé que pour une bonne partie de la population qui pourrait tenter à la base d'en faire un loisir, de prendre plaisir à écrire des choses, à créer du contenu en tant qu'humain, le fait de savoir que tu as des algos qui ont créé pourrait presque te décourager de même envisager l'idée. Je suis à peu près persuadé qu'il y a des personnes qui peuvent être dans cette situation. Est-ce que ce sera massif? J'en sais rien. Je conclus juste, Guillaume, hein, écris-moi la recette de la soupe de chou-fleur dans le style du rappeur Jul. Yo yo yo, la soupe de chou-fleur, c'est pas réservé qu'aux mamies. Voici ma recette à moi, spécial gangsta style. Bon, je laisserai vous faire un avis. Allez, on enchaîne avec une rubrique jeux vidéo, mais on continue un petit peu à parler d'intelligence artificielle. Il y en a partout, Guillaume, il y en a partout. Bah, c'est une cata, mais oui, on s'en sort pas. Les IA nous poursuivent jusqu'à dans les jeux vidéo, laissez-nous tranquilles. Et oui, parce qu'il y a pas moins de 3 ou 4 news en plus, et tout en lien avec des modèles de langage par-dessus le marché, on s'en sort plus. Bon alors déjà, oui, le nom le dit, à Mario GPT, parce que oui, voilà, tu t'éclatais sur Mario Maker à faire des niveaux, bah maintenant les IA, elles font des niveaux de Mario, voilà. Il suffit de demander ce que tu veux en plus. Hein. Encore avec un prompt, et hop, des niveaux plutôt avec des plateformes hautes, plutôt avec des ennemis, tu vois, ou tu préfères avec plein de tuyaux, il suffit de demander. C'est voilà, un modèle qui vous ruine Mario Maker, donc, qui s'appelle Mario GPT, en hommage, enfin en quelque sorte à GPT, puisqu'en fait à la base c'est un modèle qui s'appelle GPT-2, enfin ils ont récupéré GPT-2, et ils lui ont fait parler le Mario, hein, au lieu de parler que l'anglais, il parle aussi le Mario. Donc le modèle prend un prompt, et imagine un texte qui a la structure sous forme ASCII du niveau, voilà, avec des caractères ASCII, et puis ensuite c'est facilement traduit dans les jeux avec un autre logiciel. Donc ça fait des niveaux infinis, sur commande, c'est en open source et en Python, et en accès libre hein, si vous voulez essayer, donc voilà. Autre jeu d'OPLIA bientôt, c'est Roblox. Alors Roblox, c'est moins un jeu qu'une plateforme de développement de jeu, hein, et en tant que tel, il y a un peu de code à connaître hein, pour faire des trucs un peu sophistiqués. Et Roblox, il a un public très jeune, et donc c'est vraiment le site qui se veut le plus accessible possible. Et justement pour le code, il y a désormais des modèles de langage qui sont très doués pour assister à la programmation, voire pour coder à ta place. Et Roblox s'y intéresse très fort. Et teste en ce moment une sorte de copilot pour son propre langage de programmation. Et donc on dit ce qu'on veut et le code s'écrit tout seul. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment, mais bon voilà, on sait pas si c'est totalement du logiciel maison ou si c'est basé sur Codex, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que Roblox va devenir très low code, voire quasiment no code, très rapidement. C'est vrai que je peux partager parce que oui, c'est quand même cool et ça accélérera pas mal de travail fastidieux et chiant, tu vois. En même temps, est-ce que coder dans Roblox, c'était pas une manière cool d'initier les jeunes à la programmation finalement, tu vois ? Sûr. Ouais, voilà, il y aura plus besoin. Je sais pas, est-ce que ça ruine l'aspect du jeu, je sais pas. Bon, autre jeu bientôt gâché par les IA, Minecraft. Et c'est vrai que Minecraft, c'est un terrain de jeu privilégié pour qui veut s'amuser à faire des agents intelligents. C'est un monde virtuel, complexe, avec ses propres règles. Et il y a toujours eu des expériences pour créer des IA qui jouent toutes seules, voilà. Peut-être un jour battront le jeu. Mais là, c'est une rumeur qui est parue sur Semaphore, selon laquelle Microsoft aurait fait la démo d'un agent Minecraft capable de répondre à des prompts, là encore, par des suites complexes d'actions. En gros, on pourrait commander Minecraft en langage naturel. On n'a que très peu d'infos. Possible qu'on puisse demander de creuser pour trouver telle ou telle ressource, de construire tel ou tel truc. Et ça pourrait être à la fois incroyable et un peu bizarre, hein, parce que imagine que tu puisses demander de construire une base, et que le jeu joue tout seul, à y couper du bois, fasse des outils, chercher du mouton pour de la laine, se fasse une base rapide avant la nuit. Bon, c'est bien, mais moi je peux jouer aussi, parce que je veux dire, au-delà des premières fois, tu vois, où on serait vraiment fasciné de voir le truc se jouer tout seul, après, je sais pas, moi si je veux voir jouer à Minecraft, je vais sur Twitch, quoi, tu vois, bon. D'un autre côté, c'est vrai que si t'as besoin de 10 fois 64 andésite pour nos magnifiques balles impériales, c'est peut-être sympa de demander Jade Simon à l'IA d'aller te chercher l'andésite pendant que tu prends une douche. Parce que sinon, t'auras pas le temps de prendre une douche. Tu vois. Ouais. Et oui, avec toute cette andésitamine, t'auras pas le temps de prendre une douche. Donc finalement, les IA protègent aussi l'hygiène des joueurs, peut-être. Donc voilà, finalement, je suis convaincu. Ouais, ok, tant mieux. Je peux jouer moi aussi. C'est vrai que j'imagine quel peut être l'intérêt au final. Mais c'est intéressant parce que ça remet en perspective des infos qu'on avait partagées au sujet de Minecraft. Notamment, je pense à ceux qui ont pu créer des processeurs fonctionnels dans Minecraft, recréer des monuments célèbres dans Minecraft, etc. Bon, oui, ok, c'est très bien. Mais à partir du moment où tu as un algo qui peut le faire, est-ce
qu'il y a autant d'intérêt à te le créer toi-même? Bon, j'en sais rien. De toute façon, il n'y a pas de plan pour intégrer ça officiellement au jeu pour l'instant. Oui, c'est bien vraiment. sûr. Bon, enfin, Minecraft est facilement interfaçable de ce que tu nous en avais appris. Enfin, facilement. Tu sais, oui. Si, ça va. Donc. Et puis on termine à la fois cet épisode et cette courte rubrique jeux vidéo en parlant un petit peu de World of Warcraft, et pas que d'ailleurs, mais des jeux Blizzard de manière générale. Ils avaient un partenaire en Chine, on l'avait dit, et ce partenariat arrivait à échéance pour donc la Chine, et c'est la fin tout simplement de certains jeux, Guillaume. Oui, c'est tous ceux qui étaient édités par NetEase, dégage, et donc World of Warcraft quand même qui a fermé en Chine, c'est un petit séisme. Donc tout ça pour une sorte de licence débile. Alors c'est quand même 3 millions de joueurs, des joueurs incrédules, qui ont vu leur perso disparaître comme ça. Voilà, des milliers d'heures potentiellement de jeux qui s'envolent, qui s'évaporent. Ça doit être atroce en fait. Tu dois avoir envie de tuer des gens, de passer ton PC par la fenêtre, mais même si c'est pas sa faute, le pauvre. En fait, WoW était présent depuis un bail finalement en Chine depuis 2005. Je m'en rendais pas compte, mais il y a toute une génération qui a grandi avec WoW. Il y a même des gens qui jouent encore et qui n'ont pas forcément le temps et qui payent d'autres joueurs pour jouer à leur place, pour des activités de guilde par exemple auxquelles ils peuvent pas assister. Il y avait tout un business de ça. Comme quoi, il pourrait peut-être payer hein. des IA s'il y en a un jour qui arrive à jouer à WoW, du coup. Il y en a. Oui, alors il y a déjà des bots qui sont assez sophistiqués d'ailleurs, mais bon. Là, il y avait toute l'industrie des Dalians qui fonctionnait bien. C'était des joueurs alloués pour monter son niveau, farmer. Bon, c'est un vrai boulot d'ailleurs, parce que c'est plus fun du tout quand t'es payé pour accumuler de l'or pendant 10 heures par jour pour $3 de l'heure. Pas vraiment fun, mais bon. Il y avait une économie aussi autour de ça, et c'est fini. Donc ça a dû quand même être un gros crève-cœur pour ceux qui ont perdu leur perso. Enfin, en réalité, Blizzard offre un service d'urne funéraire. Je rigole pas, ça s'appelle Electronic Urn. Et c'est un fichier de quelques kilooctets en fait, qui contient les infos du perso que tu peux télécharger. Quant à savoir ce que tu peux en faire, en particulier, est-ce que Blizzard un jour pourrait revenir et pourrait réanimer les cadavres en réuploadant ces trucs, je ne sais pas, ça fait vraiment beaucoup d'interrogations. Pour le moment, c'est les phases du deuil qui vont commencer, quoi, c'est difficile. Oui, parce que ce qu'il faut bien souligner quand même, pour être sûr de nous être fait comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un accès. Donc n'allez pas nous dire, peut-être avec un VPN. Non, c'est pas ça, c'est vraiment les serveurs, quoi. Les serveurs chinois ont fermé. Donc la fin d'une époque. J'ai bien fait d'arrêter World of Warcraft avant que ce genre de choses ne m'arrive. Enfin, Guillaume, j'aurais pas survécu. Merci beaucoup, Guillaume, pour toute la préparation de cette émission pour laquelle on a abordé des sujets, je pense, hyper importants. Et quelque part, on peut être fier, je pense, d'avoir partagé un peu ces infos et de vous avoir permis de peut-être mieux comprendre les clés de l'actualité autour notamment de la désinformation et de l'intelligence artificielle telle qu'elle est relayée dans l'actu ces derniers jours et telle qu'elle se déroule sous nos yeux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je ne peux que vous inviter à réécouter l'intro si jamais vous avez besoin de recomprendre un petit peu les enjeux du financement participatif et des partages de cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à parler de Tech Café auprès de votre entourage, de vos amis, de votre famille ou de vos collègues. En attendant, vous pouvez nous retrouver aussi à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je devrais presque t'appeler Belinda maintenant. Mais où est-ce que je peux te retrouver, Guillaume? Écoute, on me retrouve chez Percepto probablement, histoire de voir si on peut pas viraliser Tech Café avec des Deeps Avatars. Oui, mais pas. Quelle bonne idée! Mais oui, puis comme ça, je visite un peu Tel Aviv. Je suis jamais allé à Tel Aviv. Ça a l'air sympa avec un gilet pare-balles. Voilà. Moi, je suis Bon, faisons attention quand même à ce qu'on dit. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Tiens, sur Mastodon. Venez me chercher sur Mastodon. C'est trop cool, Mastodon. J'aime beaucoup la fonction de réponse en mode privé où seule la personne à qui tu t'adresses. Bon, en gros, c'est des DM, mais juste en fait de l'intégrer nativement comme ça dans ton flux de discussion. Je trouve ça hyper cool et très sain. Venez donc me retrouver mastodon.social/Guillaume Vendée. Et puis, en attendant, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.